UFC 267, les gars, c'est ce week-end. C'est ce samedi. Et en plus, c'est aux heures européennes parce que c'est à Abu Dhabi. Donc, à partir de 20h, il y a la main card. La prélim, c'est en après-midi. La main card, tôt en soirée. On finit vers 23h ou minuit. Truc de dingue. C'est pas trop stylé. En plus, pour tous ceux qui ont Eleven Sports, c'est en live. Et c'est moi qui commente. Bon. Grosse fight card. Beaucoup de combats intéressants. Je vais faire un format différent que d'habitude. Donc d'habitude, je fais un simple œil du Chris. Je suis tout seul, je fais ma petite analyse. Je monte de temps en temps des séquences vidéo quand j'ai le temps de les préparer, quand j'ai le temps de les analyser. Exceptionnellement, pour cette semaine, il y aura 2 vidéos sur l'UFC. Il y a la première, c'est celle-ci. Et puis il y en a une qui viendra demain ou après-demain. J'en dis pas plus. Donc cette première vidéo ici, c'est juste les plus chouettes séquences, enfin une séquence par combattant du co-main event et du main event. Comme ça, vous avez un peu les séquences. Parce que je sais que c'est fort demandé. On apprécie toujours quand il y a des analyses de séquences avec des vidéos à l'appui, c'est plus parlant. Et puis demain, il y aura une vidéo, ou après-demain, dans laquelle je ou on parlera de 4 combats de la carte principale. Ouais, ils sont tous les 4 sur la carte principale. Bref, du coup, on a un peu tout. On a des séquences vidéo aujourd'hui, et puis on aura des analyses poussées, et pas seulement que de le Chris. Ok, on va attaquer les séquences directement. Donc, j'ai juste pris une séquence par combattant. Jan Blachowicz, Glover Teixeira, puis on va voir Peter Yan. Et à la fin, en fait, je mets une vidéo que j'ai faite juste après le combat de TJ Dillashaw contre Cory Sandhagen, parce que il y avait que des géniales séquences, et bizarrement j'ai été déçu du nombre de vues. Donc je me dis qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo, qui ont jamais vu cette ancienne vidéo, et plutôt que de vous renvoyer vers une autre vidéo, devoir chercher, etc., je vous la mets à la fin de celle-ci. Et donc sur Cory Sandhagen, il n'y aura pas une mais 11 séquences. Bon, évidemment il y a des séquences qui sont à l'avantage de TJ Dillashaw, mais il y avait vraiment pas mal de beaux moments. Donc j'ai pas spécialement pris des highlights, j'ai pris des... Comme d'habitude, en général, je fais mes analyses de combat, et puis je mets des séquences qui sont en lien avec mon analyse. Donc pour Blachowicz et pour Glover Teixeira, j'ai pris des séquences qui, selon moi, illustrent bien leur expérience et leur patience. Une façon de les décrire, évidemment, il y a plein de façons de les décrire. C'est 2 combattants qui sont durables, c'est 2 combattants qui sont très expérimentés, c'est 2 combattants qui, grâce à leur expérience, sont intelligents, sont 2 combattants qui, techniquement, n'ont jamais arrêté de s'améliorer. Et tout ça se ressent dans leur façon de combattre. Ce combat, je sais pas, j'ai l'impression que des gens s'en foutent complètement, et puis les gens qui s'en foutent pas, ils se rendent compte à quel point on a une qualité. On a vraiment une qualité pour moi dans ce combat, parce que c'est un bon matchmaking. Ils sont tous les 2 complets et complémentaires. C'est-à-dire que je trouve que leur striking se marie très bien, et leur grappling se marie aussi très bien. Ils ont un peu un frame similaire. Ils ont un peu un style similaire similaire au sol, qui est fort axé sur la pression, sur le grind, sur rendre l'autre, enfin étouffer son adversaire. Et ça se marie très bien. Peu importe quelle direction va prendre le combat, ça va être fun pour le fan. Et ils sont tous les 2 difficiles à finaliser. On le voit, en tout cas, Glover Teixeira, il se fait tout le temps sonner récemment, et puis il revient dans le combat. Donc c'est vraiment sympathique. Donc ici pour Jan Blachowicz, j'ai pris une séquence où il n'y a pas grand chose qui se passe à l'œil nu. C'est pas une séquence extraordinaire, c'est face à Israel Adesanya, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu invisibles, et au final, Jan Blachowicz, on retient le combat contre Adesanya comme s'il avait dominé juste en grappling Adesanya, mais pour moi c'est aussi le gars qui lui a donné le plus de difficultés debout. C'est-à-dire que Israel Adesanya, si on est trop passif contre lui, il impose son jeu, et si on commence à trop engager, il est super bon en contre. Donc on va prendre l'exemple de Derek Brunson, qui a trop cherché à engager, il s'est fait contrer de dingue. On prend Paulo Costa, qui était trop dans l'attente, il s'est fait sniper de dingue. Et donc au final, contre Israel Adesanya, quand t'es debout,
Tu dois trouver ce juste milieu. Je fais pas assez, je me fais sniper. Je fais trop, je me fais contrer. Et en plus de ça, Israël Adesanya, il a vraiment des layers à son style debout, donc c'est très compliqué de trouver le juste milieu. Et je trouve que justement, Jan Blachowicz, il a eu une progression constante vers un style beaucoup plus technique, beaucoup plus intelligent, et ça s'est ressenti principalement dans cette séquence-ci qui est en début de 3e round. Donc on va la regarder ensemble petit à petit. Donc là ça commence, voilà. Fin de low kick par Israël Adesanya, et on voit que Jan Blachowicz a la réaction adéquate, c'est-à-dire qu'il lève sa jambe pour montrer qu'il a une réactivité, qu'il a la bonne réaction, et en plus de ça, ça crée pas spécialement d'ouverture. Donc là, il est dans une position où il est relativement stable, c'est-à-dire que Adesanya ne peut pas prendre cette option qu'il prend souvent de feinter le kick et puis venir frapper avec un direct, par exemple, quand l'autre est sur une jambe, parce que on va faire très attention. La jambe se lève un quart de seconde, c'est pas du tout suffisant pour feinter et attaquer derrière et capitaliser sur le fait que Jan Blachowicz est déstabilisé, pas stable parce qu'il serait sur une seule jambe et son poids en plus est vers l'avant. Donc on voit vraiment que il met pas spécialement son poids vers l'arrière pour checker, il y a vraiment son poids qui vient vers l'avant, donc il y a un réel retour vers une position stable dès qu'il a levé la jambe. Ok, ici, pareil, fin de jab pour Israël Adesanya, et on a un Blachowicz qui vient chasser avec la main arrière. Alors on peut dire que c'est une mauvaise réaction, une réaction trop forte sur laquelle Israël serait capable de capitaliser, notamment avec une feinte de jab et venir avec le crochet par derrière, ou une feinte de jab et un high kick. Mais il y a une petite nuance, c'est que Jan Blachowicz utilise un genre de double défense, c'est-à-dire qu'il vient chasser, et en plus de chasser, il désengage sa tête. Sa tête va beaucoup plus loin derrière, ce qui fait que si Israël Adesanya vient par derrière avec un jab ou avec un crochet ou un high kick, le fait qu'il désengage va lui permettre de défendre. Donc il chasse au cas où c'est un vrai jab et il désengage au cas où c'est une feinte de jab pour venir capitaliser sur l'ouverture qu'il fait avec sa main qui dévierait le jab. Donc c'est vraiment un système défensif à 2 couches, je dirais. Donc il défend l'attaque potentielle et en même temps il défend le contournement de sa réaction défensive au cas où c'était une feinte pour capitaliser sur l'ouverture créée. C'est vraiment... Ouais, moi j'adore ça. Sincèrement, j'adore ça. Évidemment, j'ai écrit un livre dont tout le premier chapitre est basé sur les feintes, donc quand je vois ça, j'apprécie énormément. T'as pas encore acheté mon livre? Il est en description. Ok, on va avancer, parce que c'est une séquence de quand même 40 secondes de combat. Israël Adesanya a envoyé 2 feintes. Si Jan Blachowicz est trop passif, Adesanya va commencer à trouver des ouvertures et capitaliser là-dessus. Jan Blachowicz envoie un double jab sans prendre trop de risques. C'est juste pour casser le rythme. Les 5 premières secondes, Israël Adesanya est la personne active. Je veux pas laisser Israël Adesanya actif pendant que moi je suis trop passif. J'envoie un double jab, je prends pas de risque et je montre que je suis toujours présent dans le combat. Et en plus de ça, qui c'est qui a le centre de la cage? C'est Yann. Alors, hop, de nouveau, des petites feintes. On voit une multitude de feintes de Israël Adesanya. Et chaque fois, Jan Blachowicz a la bonne réactivité. C'est-à-dire que, on le voit, il désengage pas de dingue, il désengage juste de ce qu'il faut si c'est vraiment l'attaque qui arrive. C'est par petits paliers, hop. Vous voyez les petits pas arrière qu'il fait Jan Blachowicz, il laisse pas de terrain, il désengage pas trop, il perd pas d'énergie et il a les bonnes réactions, c'est-à-dire que il recule tout simplement, mais il laisse pas d'ouverture. Là, il bouge pas du tout. Donc de nouveau, feinte de jab, on voit un petit mouvement où il chasse, plus reculé. Et hop. De nouveau, Israël Adesanya pendant 3-4 secondes, c'est lui qui commence à avoir de l'activité. Blachowicz envoie un kick, ça casse le rythme. On revient au milieu, de nouveau des petites feintes d'Israël Adesanya et on voit toujours Blachowicz, peut-être toujours la même réaction défensive, certes, mais Israël Adesanya ne parvient pas à trouver cette ouverture. Alors là, je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Au moment, ça j'aime beaucoup, au moment où Adesanya passe de droitier à gaucher, je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand tu es un combattant qui switch, face à un combattant qui switch pas, c'est toi qui prends l'ascendant parce que tu sais à quel moment tu vas switch, tu sais à quel moment tu vas changer la dynamique et sur base de la nouvelle dynamique, tu sais quelles attaques s'ouvrent à toi. Alors que l'autre, normalement, quand toi tu switches, il y a un changement de dynamique que lui n'a pas créé
Et donc, il doit réfléchir, tiens, il vient de passer en garde ouverte, je peux faire ça. Mais le temps que tu dis, tiens, il vient de passer en garde ouverte, je peux faire ça, l'autre a potentiellement déjà anticipé, je vais passer en garde ouverte maintenant pour faire ça. Et donc, il a un temps d'avance. Ici, c'est l'inverse. Israël Adesanya passe en gaucher, boum, le blitz directement. Il avait travaillé ça. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc, c'est Israël Adesanya qui change la dynamique, mais c'est Jan Blachowicz qui capitalise dessus. Et de nouveau, grâce à ça, il a le centre et il peut se permettre après de reculer centimètre par centimètre. Et ici, de nouveau, on a un vrai jab de Israël Adesanya. Je pense que ça two-shot, mais on voit vraiment ce mouvement de tête qui recule pour Blachowicz. Et comme je dis, si tu as une voiture qui va à du 30 à l'heure et derrière elle, une voiture à du 50 à l'heure, le choc est pas trop grand. Il est beaucoup moins grand que si c'est une voiture à du 50 à l'heure sur du 0 à l'heure, ou pire, s'il y a une collision. Donc ici, il roll with the punch. Voilà, ici on a un petit kick et il vient directement mettre de la pression. C'était dans la petite cage, il comprend que chaque centimètre compte contre Israël Adesanya. Et là, de nouveau, il a encaissé un kick, c'est lui qui vient envoyer un crochet, le crochet touche et il garde ce centre. Il garde ce centre, mais il bull rush pas, il est vraiment tranquille dans ce combat. Là, de nouveau, feinte de jab, la même réaction défensive, mais Israël Adesanya incapable de savoir quoi faire. Ce qui est rare chez lui. Et puis là, de nouveau, un blitz avec un bon timing au moment où Israël Adesanya n'est pas en mode attaque. Il vient un blitz, pas trop non plus, il se fait pas contrer du tout. On a pression à la cage, on vient capitaliser sur le fait qu'on a cassé la distance et on vient grappler, chercher le dos directement. Bon, après ça revient debout, mais voilà, je trouve que cette séquence était vraiment intéressante dans le sens où on voit un Jan Blachowicz très expérimenté, très patient, très intelligent, qui comprend que contre Israël Adesanya, on ne peut pas lui laisser la main mise sur le rythme du combat. Et là, Jan Blachowicz avait, je vais pas dire il avait l'ascendant sur le rythme du combat, mais il y avait une dispute sur le rythme du combat. Par contre, là où il a fait la différence, c'est sur la direction du combat. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait quand on était en pied-point, c'est lui qui décidait quand on allait en grappling, et c'est ça qui a fait, pour moi, sa victoire. On passe à Glover Teixeira. Alors ici, je vais montrer l'expérience. Ça, c'est un truc que je dis très souvent à mes combattants entre deux rounds quand je sens que la fatigue s'installe. Quand la fatigue s'installe et qu'un combattant n'est pas confiant en ses capacités, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher à finaliser le combat à tout prix. Mais quand tu es fatigué, ton cerveau, il croit que tu vas plus vite que la réalité. Donc quand tu as un combattant qui est fatigué, qui essaie d'envoyer des frappes à plein pot, ça part au ralenti. Et l'autre, non seulement envoyer une frappe à plein pot quand tu es fatigué, ça va encore plus te tuer ton énergie, mais en plus de ça, à coup sûr, tu vas rater ton attaque et tu vas te laisser ouvert à des gros contres parce que défensivement, tu seras plus responsable. Avec la fatigue qui s'installe, on n'a plus des overhands avec une main qui défend, on a des overhands en mode hélicoptère avec l'autre main en karaté à la hanche par exemple. Pas pour insulter le karaté, c'est les règles qui font ça, mais voilà, on va mettre une main à la hanche, l'autre qui vient frapper, ou même faire pire l'hélicoptère où on a deux mains complètement écartées. Bref, je le dis assez souvent à mes élèves, je crois que je le dis assez souvent dans mes vidéos, il vaut mieux toucher pas fort que rater fort. Il vaut mieux donc toucher pas fort avec précision que passer à côté avec une grosse puissance. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est assez logique. Ici, on est dans le 5e round, d'un combat quand même assez intense. La fatigue s'installe de part et d'autre. Glover Teixeira, des petits mouvements de tête, ça fatigue pas trop, ça gêne Anthony Smith, et ici, qu'est-ce que lui va envoyer ? Poup, un petit jab, poup, un deuxième petit jab, et voilà. Des petits jabs qui touchent, ça sonne dans le 5e round. Parce qu'il y a une accumulation de frappes, il y a une accumulation de douleur, il y a une fatigue qui s'installe. Il envoyait des petits jabs précis, techniques, rapides, plutôt que forts. Et dans le 5e round, ça fait mouche. Et je trouve que ça, c'est vraiment une expérience. Je remets. Regardez-moi, c'est bête, c'est tout simple, ces jabs. Double jab. Voilà. Anthony Smith sonnait. On vient, on perd pas patience. Direct crochet. Et encore une fois, regardez ce direct crochet en 5e round. Techniquement, très propre. Le direct, le crochet qui vient direct. Vous voyez cette vitesse entre le direct et le crochet, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps dans le 5e round. Pourquoi ? Parce qu'il veut pas mettre de la puissance. Il veut rester technique. C'est plus facile d'être rapide quand on reste technique que quand on est là. Je vous le défends. Alors on frappe et du coup il met deux frappes techniques qui sont rapides et qui touchent.
quand on crispe son corps pour envoyer de la puissance, on ralentit. Là, de nouveau, très très beau scramble. On vient directement chercher la position. Et c'est là où je dis le style étouffant de Teixeira. C'est à peine au sol. On a une bonne position. On se sent stable. On se sent confortable. On sait qu'on va pas se faire sweep. Et on attaque directement avec les frappes. Ici, on vient prendre la position d'abord. Et puis, on vient frapper. Alors, ici, ce qu'il y a d'intéressant. Anthony Smith a le contrôle de la nuque, ce qui fait que Teixeira ne sait pas posture up, il ne sait pas se lever. Qu'est-ce que Teixeira va faire? Il vient d'envoyer 2 frappes au corps, et il sent, en envoyant la frappe au corps, que Anthony Smith veut venir protéger ça, parce que pour l'instant ça passe en dessous de son coude, il va venir mettre son coude pour protéger les frappes de Teixeira, mais ce qui fait que la pression qu'il a sur la nuque va diminuer, ce qui va créer une ouverture pour se lever, pour posture up. Donc ici, je remets en arrière, il vient de frapper. Il va feinter de frapper, et au moment où il feinte de frapper, on sent le coude de Smith qui vient descendre, ça libère de la pression sur la nuque de Teixeira qui vient lever sa tête. Alors ici, généralement, oh là, je suis allé trop vite, généralement, les coudes, ils viennent un peu comme des crochets, arrondis. Mais on a un bon système de défensif chez Anthony Smith dans cette position-là. Donc ce que Teixeira va faire, c'est qu'il va monter un tout petit peu plus, il va mettre ce coude dans l'axe pour que ça passe à l'intérieur de la défense de Anthony Smith. Hop, on va montrer tout doucement, et ici ça passe vraiment contre, hein. On est vraiment contre, mais ça passe quand même à l'intérieur, et ce coude-là, il a fait très mal. On continue, de nouveau, coude à droite. Au moment où il passe à une attaque à gauche, on a la garde de Anthony Smith qui s'ouvre. On vient d'attaquer du côté gauche de Teixeira. Il va feinter, mais en remontant plus. Hop, et au moment où il remonte plus, il passe à l'intérieur de la jambe ici. La jambe de Anthony Smith, il passe à l'intérieur. Comme il passe à l'intérieur, il va pouvoir contrôler cette jambe pour passer en side control. Hop, de manière explosive. Boum, il passe le side control. Grosse pression constante. On maintient les jambes d'Anthony le plus bas possible pour pouvoir faire un step over ici. Il va faire un grand step over avec sa jambe droite, ce qui va empêcher Anthony Smith de recomposer la demi-garde. Hop, vous voyez, il prend la position, et au moment où il enlève le contrôle qu'il a sur la jambe, je vais revenir un tout petit peu en arrière, ici il a un contrôle sur la jambe avec son bras, au moment où il enlève ce contrôle, sa jambe passe en synchronisation, tac, on va chercher la monte, et de nouveau ici, posture up, et on commence pas à chercher des grosses frappes de King Kong qu'on va venir, non, on cherche des petites frappes bien piquantes, et ça force l'arbitre à arrêter. Au 5e round de faire ça. Top. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Petr Yan, c'est sa capacité de s'adapter en combat par rapport aux armes de son adversaire. Face à José Aldo, dans le 3e round, il reste 3 minutes 11. José Aldo, pendant tout le combat, il cherchait la frappe lourde au corps. Parce que Petr Yan, il protège très compact, mais fort haut. Il vient protéger ses tempes. Ce qui fait qu'avec ses bras, il n'arrive pas à protéger le bas de son corps. Donc intelligemment, José Aldo vient attaquer beaucoup le corps, comme on le voit ici. Il attaque le corps, ça crée des ouvertures parce que ça sonne un peu, enfin ça fait un peu mal à Yan, qui vient du coup encaisser à la tête. 2 minutes plus tard dans le combat, attaque au corps. On vient, alors ça, quand on attaque du côté gauche, surtout au corps, forcément, le côté gauche est libre. Donc, Petr Yan, il va protéger avec son côté droit et attaquer sur l'ouverture avec son côté droit. Au moment où il sent le crochet qui touche son corps, il sait qu'il n'y a pas de défense du côté gauche de José Aldo, donc du côté droit de son côté droit, et il vient attaquer avec un crochet droit ici. Pop! Évidemment, il n'y a pas de défense, donc ça fait mouche. Ça surprend Aldo, il est un peu sonné, et il vient capitaliser là-dessus. Début du 4e round, même principe, on voit un José Aldo qui cherche le corps. On voit une fois, 2 fois, 3e fois, et encore une fois, très compact. Il vient défendre, au moment où il sent l'impact sur son bras, il ouvre pour attaquer. Donc ici, il sent que ça touche, au moment où il sent que ça touche, il ouvre de manière serrée, et il vient chercher ce crochet du même côté. Pop! Et de nouveau, on a un José Aldo qui est sonné. Ok. Eh ben maintenant, je vais faire une courte pub et puis je vais passer à la vidéo sur Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw. Merci d'avoir suivi. C'était Chris Gunacht. Je t'invite vraiment à like, à commenter tes pronostics
Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo analytique des autres combats. Ce sont mes 11 séquences préférées. Ce n'est pas dans un ordre particulier. J'ai pas mis mon numéro 11 vers mon moment préféré. C'était trop difficile à mettre dans un ordre de mon moins préféré à mon plus préféré. J'ai fait du coup dans l'ordre chronologique. Comme ça, je ne vais pas justifier. Donc, je vais d'abord les regarder, je pense. Ouais, alors ça. J'en avais parlé dans la preview, c'est le darting right hand. Je ne sais pas trop comment expliquer ça en français. C'est un peu une technique que Sean O'Malley utilise beaucoup, mais surtout Dominic Cruz utilisait beaucoup. Il est encore actif, donc utilise beaucoup, mais voilà, cette technique marquait les esprits à l'époque. Donc on a un Cory Sandhagen qui est droitier. Il va envoyer son direct avec sa main droite vers sa cible. Et pour couvrir un maximum de distance, donc disons qu'ici, s'il veut toucher TJ Dillashaw, il doit surengager. Pour surengager et pouvoir revenir en arrière directement, une bonne stratégie, c'est de passer brièvement en gaucher et puis faire un genre de V-step vers l'arrière. Donc il va passer en gaucher, il va rester en gaucher et il va faire ce trajet-là, avancer, reculer, et il va faire un V inversé. Donc il envoie son direct, ici il prend appui, hop, il envoie son direct, il va passer ensuite en gaucher, et une fois qu'il est passé en gaucher, il sort de la zone de contre sur un angle. Hop. Ok, je vais le remontrer. Donc là, j'ai rien d'autre à expliquer. Boum, et il ressort. Très très beau. Et puis il y a son coup de genou sauté. Alors, ça, oui, pardon. Je vais revenir parce que ça, c'est magnifique. C'est même magique. Alors, tax. Quand il envoie son direct, donc maintenant il va envoyer son darting right hand. On a un TJ Dillashaw. Maintenant, on va regarder TJ. Sa réaction, c'est une esquive sur son côté gauche, sur le côté gauche à TJ, sur le côté droit à Cory Sandhagen. Je vais montrer la réaction de TJ. Vous voyez, sa tête vient vers ici. Boum. Ok. Sandhagen, il enregistre cette notion, et ici, il va de nouveau bouger. Regardez, exactement la même réaction défensive de TJ Dillashaw. Il abaisse sa tête par ici, c'est pour ça que Cory Sandhagen envoie son genou, il sait que ça va créer une collision et il ne va pas viser là où la tête est. Donc il ne va pas viser ici, il va viser ici. Bon, évidemment, comme il bouge, je ne peux pas laisser mes flèches, mais on le voit, hein, ça touche pile le menton, pile là où il faut. S'il avait envoyé là où la tête était de base, c'est-à-dire ici, il aurait probablement touché l'épaule. Son genou aurait été envoyé plus ou moins ici, plutôt que là. J'adore ça. C'est quelque chose que Robbie Lawler avait fait contre Ellenberger. J'ai pas pris la séquence parce que je viens d'y penser en live. Il envoie son jab, il sait qu'Ellenberger va se diriger vers sa gauche et il envoie son genou gauche et c'est le début de la fin. Magnifique, magnifique. Et puis ouais, ici, TJ Dillashaw, le menton de ouf, il rush directement et puis dans la transition, triangle inversé. Il se met directement en triangle inversé. Toute la séquence est magnifique. Darting right hand. Il voit que TJ esquive sur sa droite. Il a exactement le même mouvement, donc le petit... Ouais, je vais pas le remontrer, j'ai pas montré 1000 fois la séquence. Je peux la montrer une fois, mais pas 15. Il a un peu le même réflexe que Yoel Romero. Yoel Romero, avant d'exploser, il fléchit un peu les jambes et puis il attaque. Donc là, il avait fléchi les jambes, trigger visuel. C'est dans mon livre. Si tu n'as pas encore acheté mon livre, le lien est en description. Même trigger visuel sur le darting right hand que sur le genou sauté. Du coup, même esquive du côté de TJ Dillashaw, ce qui lui permet justement de capitaliser sur ce qu'il a lu avant. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai vite m'en souvenir. Je crois que c'est la deuxième séquence qui me plaît vraiment, mais j'ai voulu montrer ceci en plus parce que c'est dans la même séquence. Je triche un peu, j'ai mis 11 séquences, mais il n'y a pas 11 moments. Il y en a là-dedans. Alors ici, on a un TJ qui, ouais ça j'adore, un TJ qui dans son classique essaye de shift, et donc on a un step back, hop, et entre le shift, on va avoir le direct qui casse le rythme de TJ Dillashaw. Donc on a le direct de Sandhagen maintenant, et ça casse complètement TJ Dillashaw dans son attaque. C'est ce que j'avais dit en preview, j'avais dit que ça il devait faire, qu'il devait attaquer au moment où TJ shift. Parce qu'au moment où TJ shift, il y a un moment où il est ni droitier ni gaucher, il est en train de passer de gaucher à droitier, ses jambes sont là, et là il ne va pas attaquer, et si on attaque à ce moment-là, ça casse l'action. Et il l'a fait directement après 2 minutes 20 de combat.
On va voir, TJ envoie son direct, il shift, il passe vers gaucher, et là il veut réenvoyer et passer de nouveau droitier, et c'est là où il se fait contrer. Boum. Très très belle lecture du jeu de Cory Sandhagen, ça avance un peu. Ah, c'était ça que je voulais montrer. Est-ce une erreur de Cory Sandhagen d'avoir envoyé autant de spinning dans le combat? Peut-être, mais le premier c'est pas une erreur. Le premier, il l'envoie au bon moment. TJ Dillashaw, si TJ est en train de se déplacer par là, il ne faut pas envoyer le spinning. Tu peux envoyer un spinning au corps quand ton adversaire avance vers toi ou quand ton adversaire se dirige vers ton dos. Le dos de TJ Dillashaw, de Cory Sandhagen, c'est par ici s'il veut spinner. Parce que tu vas créer une collision. Ici, on a un TJ Dillashaw qui avance. C'est pas une mauvaise idée de venir justement envoyer ce spinning. Et TJ Dillashaw, il avait fait ça contre Barao. Barao, excellent en spin. Et il avait travaillé ça, et à mon avis, sa muscle memory a travaillé dans ce combat-ci aussi. Quand il y a quelqu'un qui spin beaucoup, qui envoie beaucoup d'attaques en spin, il y a très peu de contre. Les spins, ça génère beaucoup de force, et ça peut soit aller tout droit au corps, tout droit à la tête, ou de côté à la tête. C'est les trois zones. Il y en a qui envoient des low kicks aussi avec ça. Donc c'est très difficile à défendre parce que soit ça vient en ligne et du coup on va protéger la ligne, et si au final on a mal lu et que ça vient de côté, on prend un KO. Et à l'inverse, si on protège le côté, on expose le foie, l'estomac, le sternum, le plexus, et on peut prendre KO aussi. Donc sur les spinnings, il y a deux options pour moi. On va pas essayer de bloquer. Pour moi, il faut soit reculer, désengager, soit faire ce que TJ Dillashaw a fait, mais ça, il faut une très bonne lecture du jeu, c'est rusher, juste avancer pendant le spin, comme ça on prend le dos, tout simplement. Là, il réagit, il voit qu'il y a le spin qui arrive, boum, on le voit sprinter, c'est incroyable. On le voit pas en live, mais ici au ralenti, on voit, et il se rend compte que Sandhagen est en train d'envoyer le spin, on le voit sprinter, simplement. Il sprint, boum, il vient prendre le dos, et putain, quelle séquence, désolé pour le... Putain, je peux dire ça sur YouTube? On verra. Hop, et puis Cranby Roll. J'ai arrêté l'accent anglais. Cranby Roll ici de Sandhagen pour créer un scramble, et puis on se relève. Donc là, on est vraiment dans une situation où TJ Dillashaw prend le dos, une très bonne position, et là, on va faire une Tony Ferguson, qui adore faire ça. Trujillo l'avait beaucoup fait contre Khabib. Les scramblers en général ils l'utilisent, on le voit de plus en plus à l'UFC, je pense. Cranby Roll, travailler là. Je vais pas l'expliquer ici parce qu'il y a beaucoup de détails techniques, mais il y a plein d'explications sur YouTube. Voilà. Donc Cranby Roll, et ça permet de se retrouver au clinch debout plutôt qu'avoir TJ Dillashaw dans son dos. Cette séquence qui est juste après, adorable, magnifique, juste magnifique. TJ Dillashaw shift. C'est trop beau, j'adore. Ici, il est droitier, il shift en gaucher, il feinte le takedown. Regardez, il regarde vers le bas, il feinte le takedown. Les mains de Sandhagen sont en haut et elles descendent pour venir prendre le double underhook parce qu'il pensait au takedown. Et là, boum, l'attaque en haut. Et c'est là où j'avais dit dans ma preview, on voit vraiment Sandhagen se dire putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il essaie de garder une poker face, j'ai l'impression, mais il est vraiment genre, il s'attendait pas quoi, il s'attendait vraiment à un takedown et il s'est fait surprendre par un overhand. C'est magnifique. Je vais remontrer cette séquence, j'espère que l'UFC va pas me strike. Boum, oh là là. Shift, fin de takedown, overhand en gaucher. Magnifique. Et c'est pas le fight of the night. Alors ici très simple, évidemment j'en avais parlé dans ma réaction à chaud. Ce que j'aime beaucoup, c'est ici on a un leg entanglement, ce qui veut dire que Cory Sandhagen a un contrôle sur la jambe de TJ Dillashaw. Les up kicks en MMA, c'est très bien, c'est très menaçant. Et moi j'ai déjà vu des up kicks où tu as l'impression qu'il n'y a aucune puissance derrière et ça met des KO. C'est quand même des coups de talon, on les voit pas venir, etc. etc. Les up kicks, c'est difficile à envoyer parce que l'adversaire peut très facilement désengager. Il peut même juste faire un lean back et ça va rater. Quand tu as un contrôle de la jambe, le gars s'est pas désengagé. C'est super bien pensé. Alors ici, je suis en train de monter une séquence, ça rate complètement. Enfin, ça rate complètement. Ça rate de 5-6 cm, mais 5-6 cm en MMA, c'est quand même gros. Il n'y a pas qu'en MMA, ma femme me dit aussi que 5-6 cm, c'est pas mal. Donc ici, on va un peu avancer. On a un contrôle de TJ Dillashaw. Très bon contrôle.
Une règle de base, quand quelqu'un a leg entanglement, putain, je vais arrêter avec l'anglais, on va essayer de contrôler les deux jambes et de pousser de sorte à faire en sorte que ses jambes soient en dessous du genou. Là, TJ Dillashaw a un très très bon contrôle. Pile à la seconde où il enlève son contrôle, hop, ici vous voyez, il perd son contrôle, up kick qui vient. Ça, comme je dis, hein, ça loupe même pas de 5-6 cm. Ça loupe pas de beaucoup. Hein. Si là, ça touche le menton, c'est peut-être fini. Et on a un TJ Dillashaw qui ne s'est pas désengagé parce que sa jambe ici, elle est prise. Super bien pensé de Cory Sandhagen. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais pensé à ça. Super bien pensé. Ok, deuxième round. Je sais plus à quel numéro on est. 5e, 6e séquence déjà. Tu prends pas ton pied à regarder ça? Alors, moi, je revois ça. Je suis là. Quel combat de malade. Quel combat de malade. Ok, ici, double changement de direction. Je kiffe à mort. Alors, la qualité est pas ouf. Bref, je sais qu'il y a un contrôle de poignet ici pour Cory Sandhagen. Quelque part là dans le dark. Il va changer ses hanches. Voilà, ici on le voit mieux. Contrôle de poignet. Ici, c'est sa hanche gauche qui est contre la cage, sa hanche droite là. Il va switcher, il va mettre sa hanche droite contre la cage et il va faire sortir sa hanche gauche pour créer de l'espace. Boum, ici. Il crée de l'espace et du coup, il met le contrôle de poignet le plus vertigé possible pour créer vraiment une ouverture. Ensuite, on voit vraiment un TJ du coup qui a sa tête à l'extérieur par ici, on voit sa tête à l'extérieur par ici, et qui du coup a beaucoup moins de contrôle de son côté gauche à lui, à TJ, et donc du côté droit de Cory Sandhagen, ce qui laisse une grosse ouverture pour Cory Sandhagen. Donc maintenant, Cory, sa hanche droite est contre la cage, sa hanche gauche est sortie. Il va faire un deuxième changement de direction, ce qui va lui permettre de sortir par l'ouverture qui est créée ici. Hop, sorry. Il va sortir par l'ouverture qui est créée ici. Deuxième changement de direction, et on sort. Je vais remontrer ça en vitesse réelle, parce que c'est juste très très beau. 1 et 2, on sort. Sortie active du clinch. Juste parfait, et il reprend le centre du coup. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ici? Ah oui. L'exemple parfait de viser là où la tête sera, pas viser la tête là où la tête est. TJ Dillashaw, très bon mouvement, très bonnes esquives ici. Il bouge juste son buste, sa tête, elle est jamais in the center line. Arrête avec l'anglais. Sur la ligne d'attaque. Donc pour l'instant, Cory Sandhagen sur ses premières frappes, il vise là où la tête est. Il va viser ici. TJ Dillashaw va esquiver, puis il va esquiver de l'autre côté, puis il va réesquiver par ici, puis il va esquiver par là. Ça fait un peu des dreads, ça, c'est beau. Et à un moment, Sandhagen va lire, ok, il fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Moi, je vise tout le temps au milieu, ça va pas aller. Ben, je vais arrêter de viser au milieu, je vais viser plus en désaxé, là où sa tête sera. Magnifiquement pensé. Il vise là où la tête était, la tête a bougé. C'est ce que je dis. Je vais faire un petit résumé là des défenses. Les défenses en MMA. Moi, je vois toujours ça avec, on a des armes et on a des cibles. On a des armes, les poings, les coudes, les genoux, les kicks, etc. On a des cibles. Généralement, le visage, je ne vais pas dire tempe, nez, menton, etc. Le visage, le corps, foie, plexus, etc. Les jambes, les mollets, j'ai toujours dire etc. pour m'assurer d'avoir tout. Quand il y a une arme qui vient vers une cible et qu'on veut défendre, soit on utilise un bouclier, on fait en sorte qu'on ait une autre cible qui fait moins mal. Est-ce que ça fait plus mal de prendre un direct dans le nez ou un direct sur mon avant-bras? Sur mon avant-bras. Je mets un bouclier, je prends le direct sur l'avant-bras. On bloque. Deuxième option, on bouge la cible. Il y a une arme qui vient vers ma cible, je fais en sorte que ma cible ne soit plus là au moment où l'arme essaye d'atteindre ma cible. Les esquives, les reculs du buste, les duck under, on passe en dessous, ou bien simplement désengager. Désengager, c'est la manière la plus safe de défendre. On désengage, on crée de la distance, le gars ne sait pas nous toucher parce qu'on est trop loin. Dernière option, on dévie. On fait en sorte que notre cible reste au même endroit, mais que l'arme qui part vers notre cible soit déviée, chassée. Voilà, on peut résumer les défenses à ça. Bref, je reviens, je ferme ma parenthèse. J'essaie juste de réfléchir si j'ai pas oublié un système de défense. On peut combiner plusieurs, mais voilà, en général, on bloque, on enlève la cible, on déplace la cible ou on déplace l'arme. On dévie l'arme. Ici, on est sur une arme qui vise une cible qui est en train de bouger.
C'est intéressant de bouger parce que, comme je dis, hein, si on fait du tir à l'arc, bah, si la cible elle est statique, facile à viser, si on commence à bouger la cible, ça devient plus compliqué comme exercice. Voilà. Donc ici, on a un TJ Dillashaw qui bouge beaucoup la tête, qui esquive très très bien. Et là, on voit, hein, regardez l'impact. L'impact n'est pas du tout dans la ligne d'attaque. Hein. La ligne d'attaque est ici et on a un Cory Sandhagen qui vient viser ici. Là, je vais essayer de laisser les flèches. Waouh, bien joué, Chris. Pile poil au bon endroit. Incroyable. Donc, il vise là où la tête sera en ayant anticipé les mouvements de tête de TJ Dillashaw. Juste magique. Ah, toutes les séquences sont belles. Face à quelqu'un qui bouge beaucoup la tête et qui fait beaucoup des mouvements de buste. Je sais, j'ai un beau déhanché. Oui. Les attaques en ligne vont être esquivées. Quelqu'un qui bouge comme ça, si quelqu'un m'attaque en ligne et que je bouge comme ça, bah, je vais chaque fois esquiver. Par contre, si quelqu'un attaque de côté et moi je suis en train de bouger comme ça, bah, je risque une collision. Ok, je risque un amortissement, mais je risque une collision. C'est un peu le coup du penalty au foot. Si je vise au milieu du goal, bah, si le gardien plonge à gauche ou à droite, je marque. Mais s'il ne bouge pas, je ne marque pas. Une chance sur 3. Je sais que c'est pas comme ça au foot. Hein. Je sais qu'on peut shotter à droite et que le gardien peut plonger à droite. Et si on a bien shoté, ça touche quand même. Bref, pour simplifier. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ben non, en fait, la métaphore ne fonctionne pas. Mes excuses. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que si on a quelqu'un qui bouge beaucoup le buste et qu'on attaque que en ligne, il y a une grande chance qu'il va esquiver les coups. Si maintenant, pour éviter, et c'est ce que Masvidal a fait contre Ross Pearson. Ross Pearson, c'est un des meilleurs gars qui esquive, un des gars qui avait les meilleurs mouvements de tête en MMA. Et ben Masvidal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé plein de kicks. Pas de front kick, hein, de roundhouse kick, de kicks qui viennent les classiques, quoi. Middle kick, high kick. Parce que quelqu'un qui fait ça, tu lui envoies des kicks, bah, ça fait des confrontations. Bam, il vient à l'encontre, boum, et puis il va vouloir rester droit, et c'est là où tu vas pouvoir attaquer avec tes jabs et tes directs. Tout simplement. TJ Dillashaw met la pression sur... Désolé de m'être emballé sur la métaphore du foot, je sais pas, il y a un truc qui m'est venu en tête, puis j'ai oublié. Bref. Le live, les effets du live. TJ Dillashaw bouge son corps, et voilà, en reculant, Sandhagen qui vient envoyer son high kick, avec une feinte en plus avant. Donc là, on a un Sandhagen qui, en reculant, envoie des petits jabs ici. Boum, boum. Ça force TJ à bouger. Attends, je vais revenir. Premier jab, TJ bouge sur sa gauche. Deuxième jab, il bouge sur sa droite. On peut anticiper que si on renvoie un jab, il va de nouveau bouger sur sa gauche. Feinte de jab et le high kick du même côté. Boum. Si ça touche, peut-être la fin du combat. Très, très, très beau. Super bien pensé. Et tout ça à reculons. Alors oui, ça j'avais montré en Instagram Story sur un autre combat au Bellator. Garde ouverte. En garde ouverte, j'aime bien ce contrôle de main. Contrôle de main ici, ça lui permet de switcher. On a un TJ Dillashaw qui est en train de reculer, donc Cory Sandhagen sait que TJ Dillashaw ne va pas contrer avec sa main gauche. Ça lui permet de vraiment venir à l'ouvert, il a un contrôle de main et de venir attaquer là. Encore une fois, ça ne fait pas une mouche incroyable, mais d'un point de vue logique, très très intéressant. Et là de nouveau, ouais, ça je voulais montrer, de nouveau un autre spin. Et hop, le spin, et on voit de nouveau TJ Dillashaw qui rush pour prendre le dos. Ok. Wow. Pas besoin d'expliquer. Juste bien faire gaffe à ça. Cory Sandhagen l'avait fait dans le 3e round, je pense, et il avait failli prendre des sales coups. Mais ici, en reculant, le spinning est juste superbe. Je ne vais pas expliquer la logique derrière. Quoique, quand quelqu'un se déplace vers ton dos, en garde ouverte, j'avais déjà expliqué ça pour Adesanya, je pense. Il l'avait fait contre Gastelum. On dit souvent en garde ouverte, l'adversaire qui prend l'angle dominant, qui met son pied avant sur le pied avant de l'adversaire, va pouvoir envoyer son direct ou son high kick, arrière, etc. etc. Et c'est difficile pour celui qui n'a pas le pied dominant d'attaquer. Il y a des changements de direction qui sont possibles. Adesanya l'avait fait contre Gastelum, il avait changé de direction, il avait pris l'angle T pour contrer. Ou bien on spin simplement. Parce que la personne se déplace vers mon dos, ben j'ai qu'à
capitaliser là-dessus, lui offrir mon dos, mais envoyer une attaque spin. Et ici, c'est clairement ce que Sandhagen a fait. On a un TJ Dillashaw qui se dirige vers son dos. Ici, il attaque. Il a l'angle dominant. Son pied, ouais, on le voit ici. Son pied est sur l'extérieur du pied de Sandhagen. Il capitalise sur cet angle dominant et simplement, Sandhagen, au lieu de rester en droitier, il passe en gaucher, mais en tournant le dos. Et là, il envoie son spinning. Magnifique. J'arrête pas de dire magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ici? Ah, la sortie de clinch. Alors, dans le 4e round, on a une sortie de clinch très intelligente de Sandhagen qui garde le contrôle de poignet. On va le revoir ici. Il garde le contrôle de poignet. Ici, il a le contrôle de poignet. Ce qui lui permet de créer une ouverture ici, de casser le contrôle de TJ Dillashaw et de créer une ouverture pour sortir du clinch. Il sort du clinch et ce qu'il va faire, c'est two on one. Hein. Donc, il a ses 2 mains dessus. Et dans le round précédent, il l'a fait. Et du coup, il peut sortir tranquille parce que il va, comme il vient par ici, il sort à l'opposé de la seule main qui peut attaquer de TJ Dillashaw. Donc il sait qu'au pire, il va prendre un coup amorti parce qu'il va dans la même direction. Il a fait ça dans le 4e round, il a gardé le contrôle de poignet, puis il est sorti, il ne s'est pas cassé la tête. Sauf qu'ici, TJ Dillashaw, très très belle adaptation, il envoie un coude là-dessus. Alors de nouveau, ça touche pas de ouf, mais encore une fois, quand tu analyses un combat, tu ne dois pas analyser juste le KO. Le KO, certes, c'est le coup qui a réussi, mais de temps en temps, il y a des coups qui ratent de peu, que personne ne retient du coup. Mais si toi, tu le retiens et qu'au final, ça passe pour toi, c'est toi qui fais le tour du monde. Ici, très très beau. Contrôle de poignet, et c'est quelque chose que John Jones faisait beaucoup. Hein. Dans la garde, si quelqu'un contrôle tes poignets, bah, tu ne sais pas retirer ton poignet pour frapper, parce que le gars, il a le contrôle ici. Mais par contre, tu sais ouvrir et venir mettre un coude. Tu sais facilement descendre le poignet pour venir mettre un coude. Si le gars il contrôle ici, il contrôle le poignet, il va descendre, ça crée une ouverture pour le coude. Il me semble que John Jones l'a fait contre Brandon Vera. Je pense que c'est ça qui nique le yé. Il est pris en contrôle de poignet, il descend le poignet, il lève le coude et il vient attaquer avec le coude. J'irai voir. Je pense que c'est ça qu'il a fait. Et donc ici, on a la même logique mais debout. Mon poignet est contrôlé par ses 2 mains, donc il n'a pas de défense à la tête. Je rentre le poignet, j'envoie le coude. Très bien joué. Et ici, je pense que j'arrive à la toute dernière. Ah non, ça c'est l'avant-dernière. De nouveau, hein, contrôle de main. Et ça, j'ai adoré parce que contrôle de main, il envoie un direct. Voilà, ça. Souvent, on va défendre. J'en parlais quand j'analysais Rosa Marunas contre Johanna. Quand quelqu'un chasse pour dévier, on chasse. Il y en a qui chassent très bien. Ils font un tout petit mouvement ici et ils laissent pas une grande ouverture. En MMA, avec les petits gants, ça arrive souvent de venir chasser plus loin. Si on feinte le jab et que la personne vient chasser, généralement, je dis il y a une ouverture sur le crochet à la tête. Là, ou le high kick. Boum. Jab, high kick avant. On y revient. Donc ici, il y a clairement une ouverture sur le crochet ici. Mais, il y a aussi une ouverture ici. Quand on est fermé, avec les coudes vers le bas, je protège mes côtes, je protège mon corps. Quand je viens chasser et que je tends mon bras, mon coude se lève et il y a une ouverture au corps. Donc ça laisse 2 ouvertures. Chasser, il faut vraiment faire gaffe à ça. Il ne faut pas venir chasser trop loin. Belle lecture du jeu ici de Sandhagen. Donc, contrôle, il envoie son direct, le bras de TJ est tendu. Et là, malheureusement, il y a l'arbitre qui va passer devant, mais il y a un crochet au corps. Ouais, là, il a chargé son crochet. On a une belle grosse tête de Herb Dean, mais le crochet est passé. On va le voir d'ailleurs. Oh, la réaction de douleur ici de TJ Dillashaw, on le voit. Hein. Il reprend ses esprits, il y a un petit sourire qui vient, je pense. Ouais, on voit sa posture, elle a un tout petit peu cassé. Le coup au foie a bien touché sur cette technique. Ah bah c'était le dernier. On finit là-dessus.